Ce programme vous est présenté par la NEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Ce programme vous est présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Salut à tous, c'est Nariman Zekar, votre chroniqueuse de la grande émission. Comme vous savez, la saison touche à sa fin, mais on vous réserve encore une dernière surprise, un best-of des moments les plus forts de l'année et de cette saison depuis le mois de novembre dernier avec toute notre équipe et tous nos invités. Je vous invite à revivre avec nous les interventions les plus pertinentes, les moments les plus frappants, les plus émouvants, les plus drôles aussi. La grande émission, le best-of, c'est tout de suite. Le débat, c'est toujours en compagnie de Karim Bouaziz et de Karim Zeribi, mais se joint également à nous Mustafa Ait Mohoub, journaliste éditorialiste. Bonsoir, merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir. Merci. Alors messieurs, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Je vous propose de regarder cette vidéo. Elle a été filmée quelques jours à peine après le 7 octobre. On en parle juste après. Sunt destul de aproape de noi în momentul ăsta și se pare că s-au oprit. Cu siguranță este și infanteria izraeliană care interceptează toate aceste bombe. O să mai rămânem așa puțin pentru că niciodată nu știi exact când se opresc bombardamentele. Voilà, alors cette journaliste roumaine derrière moi se cache donc derrière une voiture. Elle fait croire qu'elle est attaquée, qu'elle est la cible d'une attaque du Hamas. Elle est donc en Israël. On voit bien derrière elle qu'il y a des passants qui se baladent tranquillement, qu'il ne se passe absolument rien. Karim Zeribi, un commentaire? La propagande est de rigueur dans tout conflit. Et j'ai envie de dire la propagande avec un grand P, de part et d'autre, en permanence. C'est difficile pour les opinions de ne pas tomber dans les pièges de ces propagandes. Et ça ravive, j'ai envie de dire, les tensions. Or, un conflit doit être traité, je dirais, de manière pas neutre, mais avec déontologie. On doit indiquer les exactions, on doit indiquer les victimes, de part et d'autre. On ne doit pas essayer de générer de l'émotion d'un côté et déshumaniser le camp d'en face. Or, malheureusement, je pense qu'on va y revenir, c'est un peu ce que l'on a constaté. Il y a un parti pris dans certains médias qui consiste à créer de l'émotion pour certaines victimes civiles et créer une forme de déshumanisation pour d'autres. Moi, je veux de l'émotion pour les civils au pluriel, pas pour certains civils, tout en oubliant et en omettant la souffrance, la peine, les morts qui peuvent exister que du côté palestinien. Et du côté des médias occidentaux, c'est dur de trouver cet équilibre. Permettez-moi de vous le dire, c'est très difficile. On sent un parti pris, on sent une indignation géométrie variable. J'en suis le premier peiné, mais l'opinion n'est pas dupe, parce qu'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui Internet. Et ce que ne diffusent pas certains médias, classiques, traditionnels, Internet le diffuse. Alors il faut aussi faire attention à ce qui est sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même une source d'information supplémentaire qui permet parfois de sortir d'une approche qui est celle de l'instrumentalisation. Mustafa Ait Mohoub, on peut parler d'éthique ou de déontologie à ce niveau-là? Je crois ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, le samedi 7 octobre, on n'est plus dans le registre d'éthique et de déontologie. On est dans une guerre d'images. Cette guerre d'images illustre très bien cette image que vous venez de diffuser. Au départ, le mensonge distillé par le cabinet de Netanyahou était celui-là. Il faut fixer sur Hamas, il faut donner des images de peur,
parmi la population israélienne et parmi aussi les journalistes. Aujourd'hui, ce mensonge s'est fait rattraper par la vérité. Déjà, RSF lance un chiffre macabre de nombre de journalistes assassinés. On est à plus de 41. Et ces journalistes ont été assassinés tous sous les bombardements israéliens. Malheureusement, une bonne partie, ils étaient en train de faire leur travail. Il y avait même des bâtiments d'organes de presse européens dont l'AFP a été touché par des roquettes et il y a eu des morts. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, il y a eu un départ de travail de propagande de la part d'Israël, malheureusement relié par les médias mainstream européens. Ils ont fait le paquet et ils ont voulu affirmer cette thèse que ce qui se passe en Israël, c'est une agression de la résistance palestinienne et c'est une agression caractérisée. Aujourd'hui, avec le décompte macabre qu'on voit à Gaza, c'est clair, les choses sont en train de changer, heureusement, parce qu'il y a d'autres plateformes, il y a d'autres moyens d'informer, et on est en train d'assister à un changement dans l'opinion publique internationale. Et pour ce débat, on a donc choisi de revenir sur la colonisation française de l'Algérie. Les troupes françaises débarquent à Alger le 14 juin 1830. Elles y resteront jusqu'au 5 juillet 62. 132 années de colonisation, 61 ans d'indépendance. Pourtant, la question de la mémoire fâche encore. Et c'est une relation en dents de scie qu'entretiennent Paris et Alger. C'est pourquoi tout un travail historique se met en place, notamment avec la commission mixte algéro-française chargée par Alger et Paris du travail de la mémoire sur donc cette colonisation française. On commence le débat avec vous, Mostafa Khayati. Pourquoi cette commission mixte, justement? Pourquoi elle a été créée? Pour la simple raison que depuis l'indépendance, depuis 1962 jusqu'à ce jour-là, il y a mésentente, il n'y a pas de courant qui passe dans le domaine du mémoriel. L'Algérie réclame bien sûr les archives, réclame un certain nombre de données qui sont sous coffre-fort dans les, j'allais dire les banques, mais dans les archives françaises. Mais ce qu'il faut remarquer également, c'est que la France a pris également un certain nombre de mesures sous forme de loi qui interdisent l'accès aux archives, comme la loi de 2008 pour ce qui est du nucléaire. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un pays qui a pris toutes les archives. Il faut remarquer qu'à partir de 1961, il y avait des bateaux qui partaient d'Alger avec tout ce qui existait. On a pris même les registres des crews, des prisons. Donc, qu'on a ramené en France. Donc, si vous voulez, une partie de la mémoire. Je ne parle pas uniquement de ce qui s'est passé en 1830, où toutes les archives ottomanes ont disparu. Donc, je parle de 62. Aujourd'hui, on est face à un pays qui a pris une partie de la mémoire de notre peuple et nous sommes dans une position où nous réclamons la restitution de ces archives-là qui nous appartiennent. Ça, comme vous l'avez remarqué, donc ça a évolué en dents de scie. Aujourd'hui, donc, il semble qu'il y ait une meilleure disposition puisqu'on a mis en place une commission d'historiens, c'est le 5-5. Donc, il y a eu apparemment un accord pour la restitution des archives. Donc, on va voir. On va attendre ces archives-là. Est-ce qu'elles seront complètes ou une partie de ces archives-là? On ne sait pas. Et est-ce que cet accord touche également les archives qui sont interdites? Je fais remarquer que certaines archives militaires du 19e siècle sont interdites d'accès à ce jour. Du 19e siècle, je ne parle pas du 20e. Donc, il y a un problème réel d'accès aux archives. L'élection de Javier Milei à la tête de l'Argentine relance le débat autour de la montée de l'extrême droite dans le monde. L'extrême droite qui arrive en tête des législatives aux Pays-Bas avec le parti de la liberté de Geert Wilders. Le modèle Orban en Hongrie, proche de celui de Trump aux États-Unis ou encore de Bolsonaro au Brésil, lui inspire Giorgia Meloni en Italie. Elle est au pouvoir en Italie, on le rappelle, au moment où en France, les trois candidats de l'extrême droite rassemblaient pas moins de 32,4
45% des suffrages. C'était au premier tour des présidentielles. Karim Zeribi, qu'est-ce qui explique cette montée de l'extrême droite ? Je crois que cette montée elle résume un malaise qui est multifactoriel. Donc, il y a effectivement la question économique. On le dit souvent, c'est en période de crise que les choses se tendent et qu'il y a des tensions au plan intérieur dans les nations qui vont mal, où le chômage augmente, où la crise sociale est là. Mais je crois que ça n'explique pas tout. Parce que quand on regarde les chiffres du chômage, en Europe, là où l'extrême droite prospère, ils ne sont pas si dramatiques que ça. On n'a pas un chômage de masse. On a un chômage qui est structurel à hauteur de entre 4 et 7, 8%, à part en Espagne où le chômage dépasse les 10 points. Mais sinon, en France, il est à 7 points, 7%. Vous prenez les pays comme la Suède, il est à 3,8. Les Pays-Bas, il n'est pas si élevé que ça non plus. On est à 4 points. Donc, je veux dire, ça ne peut pas tout expliquer. Ensuite, derrière, je crois que l'extrême droite prospère sur des enjeux qui sont des enjeux identitaires, culturels. Des enjeux sécuritaires, des enjeux liés à l'immigration, qui semblent parfois incontrôlés par les populations européennes, des enjeux liés aussi à la religion. La présence de l'islam sur le continent européen est une présence sur laquelle l'extrême droite joue pour attiser les peurs, avec ce basculement, j'ai envie de dire, de population, une démographie qui est vieillissante sur le continent européen, on le sait, on a 500 millions d'habitants, sur les 30 prochaines années, on va perdre 70 millions d'habitants, quand l'Afrique en gagnera 700 à 800 millions. Donc, je veux dire, on voit bien que sur le plan démographique, quand on dit le grand remplacement, on attise une peur, mais qui démographiquement peut effectivement avoir du sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière le grand remplacement ? Est-ce qu'on met la disparition effectivement de l'Europe ? Là, effectivement, c'est une hérésie. L'Europe ne disparaîtra pas. Est-ce qu'on met un danger face à ces populations qui arrivent et qui s'intègrent pour l'immense majorité d'entre elles, trouvent leur place, qui respectent les règles de ces pays d'accueil et deviennent des citoyens à part entière Donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation des consciences. Cette Europe vieillissante devient conservatrice et on joue sur les peurs pour aller chercher un électorat d'extrême droite. Et j'en termine en vous disant quand même qu'on ne peut pas analyser la montée de l'extrême droite sans indiquer que les autres ont échoué. Si l'extrême droite aujourd'hui est plébiscitée, c'est que ceux qui ont gouverné jusqu'à présent ont commis des erreurs, ont fait aussi des fautes. Et on ne peut pas exonérer ceux qui ont gouverné. Je pense au Parti socialiste en France, je pense à la droite républicaine en France. Ils ont gouverné. Donc, et ils ont eu effectivement l'opportunité de résoudre les problèmes, les dysfonctionnements et d'aller à l'encontre des peurs qui pouvaient être attisées par l'extrême droite. Ils n'y sont pas parvenus. Et là, il semblerait qu'il y ait un boulevard aujourd'hui, en Europe notamment, mais pas que. Vous avez évoqué l'Amérique du Sud, les États-Unis, avec Trump qui risque de revenir en puissance, de montée de l'extrême droite. Nazim Sieni, il y a un boulevard pour une montée de l'extrême droite, comme le dit Zeribi. Complètement. Et puis plus qu'un boulevard, je pense qu'il y a chez les populations, donc les votants de l'extrême droite, quand vous les analysez, c'est qui ? C'est souvent des couches sociales populaires, paupérisées. Ce ne sont pas des gens qui ont forcément fait des études supérieures. Donc ça, c'est des études qu'on peut trouver, qui sont documentées scientifiquement, etc. C'est aussi, et je rejoins ce qu'a dit notre ami Karim, c'est qu'au-delà des aspects économiques, je pense qu'il y a une crise identitaire très forte qui explique que cette population-là tend vers l'extrémisme et vers le vote d'extrême droite. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il y a une reconfiguration du monde et un monde qui va très vite, la mondialisation, les nouvelles technologies, qui échappent à ces gens-là, qu'ils ne comprennent pas. Et ça donne que, dans la peur, on se raccroche à ce que l'on maîtrise et ce que l'on sait. Et aussi, il y a l'offre politique qui a complètement échoué. Donc, Karim nous a évoqué la droite, la gauche, mais il y a aussi le centre-droit, le centre-gauche, qui est illustré par le président Macron et qui, aujourd'hui, fait l'objet d'un rejet massif de la population française. Et je terminerai là-dessus, je parle pour l'Europe surtout. Pour les Européens, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, il y a eu la construction de l'Europe qui s'est faite de manière trop rapide, avec un élargissement qui n'a pas été maîtrisé. Et je pense que ça fait partie des explications qui font qu'aujourd'hui, on va vers un vote d'extrême droite. Et il y a aussi le fait que, et je finirai là-dessus, c'est que, vous savez, ça plaît à ces populations-là qu'on leur vende une société qui soit homogène et qui soit recluse sur elle-même. Et ça aussi, c'est important de déconstruire ces légendes autour d'une société qui vivrait en autarcie.
Karim Zeribi, une tournée de Blinken dans la région pour rassurer d'un côté, éviter un débordement, et puis d'un autre, on voit des bombardements américains sur le Yémen. Ben, cette tournée, elle n'est pas du tout rassurante, comme toutes les tournées précédentes. Les Américains sont dans une posture qui est très hypocrite, qui est partiale. Ils ne sont pas du tout dans une approche, je dirais, de médiation équilibrée qui nous amènerait à avoir un cessez-le-feu. D'ailleurs, ils posent toujours leur veto à la table du Conseil de sécurité des Nations Unies à chaque fois qu'un cessez-le-feu est proposé. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas pour un cessez-le-feu. Ils sont pour cette riposte disproportionnée qui est un carnage pour les populations palestiniennes. Non, je trouve ça assez nauséabond, la position américaine, d'autant qu'on ne peut pas dire épargner les civils palestiniens et puis donner des armes et livrer des armes en permanence à Israël. Enfin, je veux dire, ils sont dans une position, je dirais, qui est d'une hypocrisie qui moi, m'agace profondément, voire me met en colère. Les États-Unis, c'est ceux qui ont semé le chaos partout dans le monde. Donc, en voulant faire les gendarmes ici ou là. On voit bien, partout où ils sont intervenus, quand ils sont partis, c'est le chaos total. Donc, et derrière, qui a vu aussi des groupes djihadistes se former et autres, et mettre en péril des régions entières. Donc, là, je trouve que ça n'est pas la bonne force. Alors moi, je suis très déçu par les pays arabes qui sont aujourd'hui dans une posture un peu sans voix, impuissante, très dépendante aussi de leurs relations aux États-Unis, sur le plan militaire, sur le plan, je dirais, économique, sur les questions énergétiques. Et on voit effectivement que finalement, les Palestiniens sont livrés à eux-mêmes, quoi. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur les États-Unis qui ne sont pas, je dirais, impartiaux dans cette affaire. Ils sont pro-Israël. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur les pays arabes qui ne montrent aucune capacité à porter la voix, à être solidaires et voire à marquer les désaccords avec les États-Unis. Donc du coup, on se dit, mais à quel moment on va faire plier Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite dans le cadre de cette riposte? À quel moment le dessein du grand Israël est posé? On voit bien qu'ils veulent administrer Gaza, on voit bien qu'ils veulent déporter les populations palestiniennes, on voit bien que c'est ce projet-là. Moi, je le disais dans les médias français, il y a 1 mois et demi, où on me disait « mais non, mais qu'est-ce que vous racontez, Karim Zeribi ?» On essayait effectivement toujours d'atténuer et d'aller dans le sens effectivement de cette riposte disproportionnée et scandaleuse. Non, aujourd'hui, on en est là. Donc, et les morts continuent effectivement de pleuvoir, de tomber, tous les hôpitaux sont inopérants, il y a une famine qui se met en place, des épidémies. Enfin, je veux dire, c'est une horreur sur le plan humain. Où est cette civilisation occidentale qui prône les droits de l'homme, le respect de l'humain? Où est-elle? Comment ce peuple juif peut-il, par Israël, donc faire vivre et subir, alors on sait ce qu'il a subi dans l'histoire, le peuple juif, comment peut-il faire subir aux Palestiniens autant d'horreurs? Et vous l'avez dit, Karim, et il faut le dire et le répéter, il y a des Israéliens, il y a des Juifs qui se lèvent et qui disent non, il faut arrêter cette riposte, il faut arrêter de bombarder Gaza, parce que d'ailleurs, Netanyahou et son gouvernement se foutent complètement des otages, donc ils ont un objectif, c'est pas le Hamas, c'est éradiquer le peuple palestinien. Pierre Conessa, qu'est-ce que vous pensez de cette visite, de cette tournée d'Anthony Blinken au Moyen-Orient? Moi, je vous avoue que pour avoir participé à des négociations diplomatiques, en général, il n'en sort pas grand-chose. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le thème qu'a développé Karim, c'est-à-dire comment est-ce qu'une crise est perçue à l'étranger, comment est-elle médiatisée et quels sont les termes qu'on utilise. Par exemple, sur le cas des otages, c'est le dernier propos qu'évoquait Karim, on parle des otages quand c'est le Hamas qui les détient, on parle de prisonniers libérés quand c'est Israël qui les libère, mais Israël avait imposé comme condition qu'aucune de ces personnes libérées n'ait du sang sur les mains. Donc vous vous posez la question, mais alors pourquoi étaient-ils en prison? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on les qualifie de prisonniers et les autres on les a qualifiés d'otages? Donc vous voyez comment se construit un discours. La deuxième chose, effectivement, c'est que la réplique est d'autant plus disproportionnée que pour les Français, si vous voulez, Gaza, c'est la taille du territoire de Belfort. Le territoire de Belfort, il y a à peu près 30 000 personnes. À Gaza, il y a plus de 2 millions de personnes. Ça veut dire que quand vous annoncez, par exemple, qu'il y a eu 200 bombardements sur le territoire de Belfort, vous vous dites, mais il ne reste plus rien. Mais à Gaza, ce n'est pas grave, il va y en avoir 200 autres de plus. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, pour faire comprendre une crise, il faut aussi la relativiser, la montrer, la décrire, etc. Et donc, cette riposte est totalement disproportionnée. Et si vous voulez, Blinken, c'est pour ça que je m'en fous un peu, ce qui m'intéresse, ce sont les fissures qui aujourd'hui apparaissent
que ce soit dans des universités américaines, que ce soit dans des débats publics, etc. etc. Moi, j'ai vécu un épisode personnel qui m'a beaucoup frappé, parce que justement, dans le début, quand Netanyahou donne l'instruction à 1 million de Palestiniens de descendre vers le sud, j'ai dit, mais attendez, ça s'appelle l'épuration ethnique. Quand c'est les Azerbaïdjanais qui le font sur les Arméniens, on dit épuration ethnique. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas ici? Ah non, c'est pas pareil, etc. Et à la fin de l'émission, tous les autres participants sont venus me voir en me disant, t'as raison, mais on ne peut pas le dire. Donc, vous voyez, moi, c'est ce modèle-là qui m'a... Et encore une fois, j'aime bien Blinken, mais enfin, ce n'est pas lui qui va changer. Mais avec ce qui se déroule à Raza, Pierre Conessa, il y a quand même un risque d'escalade dans la région. On l'a vu notamment au Yémen. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Le Yémen est d'autant plus intéressant que la guerre qui mènent les Saoudiens est très intéressante. C'est bombarder, 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 jamais un homme au sol. Bon, ben, au bout de bombardement, si vous voulez, quand vous êtes dans la situation de débombarder, vous êtes obligé d'internationaliser la crise pour qu'on finisse par s'intéresser à vous. L'Arabie saoudite est un fantastique pays sur lequel j'ai écrit un bouquin sur leur politique de communication. C'est le seul pays du monde qui a une politique de communication pour qu'on ne parle pas de l'Arabie saoudite. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux plus gros opérateurs de relations publiques de l'Arabie saoudite sont Havas et Publicis. C'est des Français. Bon, donc, si vous voulez, on est sur une situation qui est extrêmement intéressante parce que la seule solution pour les Houthis, c'est d'internationaliser. Et internationaliser, ça veut dire prendre comme en otage les bateaux. Donc, je ne sais pas, on est en train de glisser encore un peu plus. Karim. Je voudrais interroger Pierre Conessa, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Comment on sort de cette crise Israël-Palestine? Comment on sort? Comment on peut faire cesser, Pierre, toi qui as une vision géopolitique, connaissance de la diplomatie, comment on peut faire stopper cette folie de Netanyahou, de son gouvernement d'extrême droite, de vouloir éradiquer le peuple palestinien, d'aller vers cette épuration ethnique? Comment on fait? Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la médiatisation de la crise. Pendant qu'il y a ce massacre à Gaza, la colonisation de juifs radicaux en Cisjordanie se poursuit. Et elle se poursuit avec des voies réservées à l'armée destinées à protéger ces colonisations illégales. Donc quand vous dites, mais attendez, c'est vrai que la crise à Gaza, ça existe, mais on a bien, du côté de Netanyahou, la volonté de parcelliser, archipéliser, si vous voulez, la seule part actuellement sous autorité palestinienne. Donc on ne peut pas se focaliser sur le massacre quand on veut faire une démarche politique. Mais ce n'est pas facile. Moi, je rappelle souvent qu'au début de la guerre d'indépendance, ici, en Algérie, j'étais à l'époque pied noir, si vous voulez, quand on passé les premiers massacres à Kolo, à Constantine, etc., tout le monde était... On ne peut pas discuter avec ces gens-là, c'est des terroristes. C'est la problématique aujourd'hui, on ne peut pas discuter avec le Hamas, c'est des terroristes. Il a fallu 8 ans. L'appel au contingent, une guerre qui a fait 1 million de morts, pour à la fin dire oui, on peut discuter avec ces terroristes. Vous voyez comment la médiatisation par le carnage est un moyen d'empêcher le débat politique. Kamal Mensari, je me tourne vers vous. On l'évoquait tout à l'heure, c'est le gel des aides donc données par certains pays à l'UNRWA. Et on l'a dit, ce n'est pas un hasard si les donateurs ont décidé de geler donc ces aides, quand on sait surtout que ce financement, les pays qui ont décidé de suspendre leur financement à l'UNRWA représentent 70% de ces financements. C'est énorme, mais est-ce que suspendre justement ces financements, c'est pas être complice du génocide qui se déroule à Gaza? On l'a dit, que c'est une complicité. 550 millions, c'est énorme pour une population de 2,2 millions d'habitants. Donc ils vivaient déjà d'aide, non seulement les Gazaouis, mais aussi l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Donc ils vivent d'aide. Donc c'est ça, un petit peu l'Algérie, elle a sa contribution à l'autorité palestinienne via la Ligue arabe. Donc c'est vrai que il y a 16 pays qui sont complices de génocide. Ils participent à affamer tout un peuple, ils le font exprès. Donc si on supprime les aides à l'UNRWA, on supprime les aides à la santé, l'accès à la santé, le fait de pouvoir nourrir des gens et en plus les éduquer. Donc c'est une sorte de guerre. Aujourd'hui, ça devient un luxe même d'aller dans une école. Aujourd'hui, c'est la survie de cette population dont il est question. Donc voilà, quand on participe à ça, on justifie les argumentaires de l'Afrique du Sud déposés devant la CIG. Un petit peu, on revient à la case départ s'agissant d'Israël et des puissances occidentales. Pour revenir un petit peu au conflit posé par Nariman, c'est vrai qu'il y a le plus vieux conflit au monde, c'est le conflit palestinien. Donc ça dure depuis 1947, pas de solution. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une batterie de mesures qui ont été prises pour justement favoriser cette colonisation, notamment le non-respect de la résolution 242 qui était claire. C'est pour ça que l'Algérie parle de retour à la résolution 242, la résolution 181 et la résolution 338 qui a mis fin à la guerre de 113. Donc,
même si on sait que l'Algérie est en état de guerre avec Israël, parce que depuis 1973, nous n'avons pas signé d'armistice. Donc nous sommes en état, il faut toujours rappeler ça. Et en même temps, quand on parle de ces 3 résolutions, c'est à travers lesquelles devait justement aboutir à l'émergence d'un État palestinien indépendant, sur la base du partage de la résolution 181. Donc ce conflit-là, il perdure parce que il y a des puissances qui le nourrissent, qui le favorisent. Et en plus, on a vu comment le 8 octobre dernier, le lendemain de l'opération menée par la résistance palestinienne à l'intérieur des territoires, enfin qui sont réellement des territoires palestiniens parce qu'ils sont occupés. Selon le partage, ces territoires sont originellement palestiniens. Donc il y a eu l'arrivée du porte-avions Gerald Ford. On a immédiatement décidé d'aller massacrer ce peuple. Le jour même, le 7 octobre, on a commencé par bombarder sans attendre. Donc l'opération de la présence plutôt américaine était pour donner carte blanche aux Israéliens. Massacrer à tour de bras, faites ce que vous voulez, nous sommes là. Et en même temps, ils ont menacé les autres pays, du moment le Liban, mais Kamal Mensari, est-ce que vous pensez que les efforts... Je termine juste ma phrase. Donc, il y a toute une réalité qui est posée depuis des années. Et le seul responsable de cette réalité, ce sont les puissances, notamment les États-Unis. Est-ce que vous pensez justement que les efforts diplomatiques fournis par l'Afrique du Sud et l'Algérie vont aider quand même à sortir de cette situation? Il y a d'abord une réalité à laquelle il faut évoquer. C'est l'opinion publique. Il ne s'agit pas simplement des États. L'opinion publique dans le monde a changé de lecture de la situation au Proche-Orient. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez un sondage qui a été réalisé par l'Institut Gallup aux États-Unis, 53% des jeunes Américains âgés entre 18 et 24 ans pensent qu'il faudrait que Israël disparaisse, oui, et non pas disparaisse. Et on a un autre sondage réalisé par Harvard University qui pense que 60% des sondés aux États-Unis pensent que Israël est coupable et qu'elle doit arrêter ses opérations. L'investissement doit se faire sur les opinions publiques. Il y a un changement absolument énorme. C'est pour ça qu'on a vu des manifestations partout dans le monde, et pour la première fois dans l'histoire, presque tous les États, toutes les villes américaines, week-end dernier, 50 villes américaines il y avait des manifestants, et 50 villes américaines ont demandé qu'il y ait un cessez-le-feu. Vous imaginez un petit peu l'ampleur. Donc c'est l'opinion publique qui est en train de refaire. C'est pour ça que les Européens, ou les Occidentaux en général, se sont un petit peu résolus à un petit peu adoucir leur discours et leur positionnement vis-à-vis d'Israël. C'est ça un petit peu, c'est cette réalité-là auquel il faut penser. C'est vrai que l'Algérie aujourd'hui, de par son rôle, elle a un rôle à jouer au sein du Conseil de sécurité. Et l'Algérie, qui n'a jamais eu des prétentions territoriales, que ce soit, ou d'ambition quelconque sur n'importe quel autre pays, peut donner justement crédit à sa diplomatie en insistant pour que les résolutions, les 6 points recommandations de la CIG soient appliquées. Et je pense qu'elle a le temps. C'est vrai que le temps presse pour les Palestiniens, mais elle a le temps pour justement faire pression à chaque fois en ayant le recours aux pays qui pensent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 193 pays, à part un, au sein de l'Assemblée générale, qui ont voté pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Ils ont condamné l'action israélienne. De ce soir, nous avons donc jugé utile de faire un focus sur le rôle que peut jouer aujourd'hui la diaspora algérienne, où qu'elle soit dans le monde, dans le développement donc de l'Algérie nouvelle, dans de multiples secteurs, notamment économiques. Karim Zeribi, on commence avec vous. Avant donc d'évoquer le rôle que peut jouer cette diaspora, vous avez des chiffres, à combien est-ce qu'on peut l'évaluer ? Tous les gens sérieux qui ont analysé le phénomène de la diaspora algérienne de par le monde indiquent qu'on est entre 6 et 7 millions d'Algériens, résidents installés, binationaux, j'intègre toutes ces facettes, en dehors des frontières de l'Algérie. Principalement en France, où il y a à peu près 2 à 3 millions d'Algériens, membres de la diaspora, l'Espagne, énormément d'Algériens aussi, le Canada, énormément d'Algériens, et les États-Unis, entre 30 et 40 000 Algériens qui sont aussi installés aux États-Unis. Donc cette diaspora, on voit qu'elle est très présente, elle est très active, on va y revenir dans le débat, elle joue un rôle très important sur le plan économique là où elle se trouve, elle brille, elle rayonne souvent, et donc c'est tout le sens du débat de ce soir, mais c'est à peu près 6 à 7 millions de personnes dans le monde,
sur lesquels l'Algérie pourrait effectivement tabler en termes de contribution à l'avenir de ce grand pays qu'est l'Algérie. Alors le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dès son élection à la tête du pays encouragé les expatriés, encouragé la diaspora à revenir et à mettre ses compétences au service du pays. Regardez, on en parle juste après. Je souhaiterais, le chef du gouvernement, qu'on fasse au moins une fois par an des assises de l'immigration algérienne dans tous les secteurs. Ça va de la médecine jusqu'à la petite entreprise, en passant par beaucoup de choses. Donc, vous êtes partie prenante de ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est clair. Donc, la séparation même, si ce n'est la séparation géographique qui s'impose d'elle-même, mais moi, je ne différencie pas d'une Shabab Tanana ou Shabab Leh. Vous êtes une force créatrice. Le pays a besoin de vous. Le pays est à vous. Monsieur le Président, un dernier mot. Tous les membres de la communauté établie à l'étranger peuvent, seulement les membres de diaspora, sont très reconnaissants parce qu'ils voient l'affection et l'attention que vous portez à la communauté établie à l'étranger. Un grand merci pour ça. Il y a longtemps qu'on les a ignorés. Maintenant, il faut qu'ils sentent qu'ils sont partie intégrante de la patrie. Même s'ils habitent loin, c'est pas grave. Le cœur est là. Le cœur est là. Merci, merci beaucoup. Il est là, il demeure là. Merci. Merci, Monsieur le Président. Voilà, Mohamed Hani, on l'a vu, le président Tebboune veille lors de ses visites officielles partout, dans les différents pays où il va, à tenir des rencontres avec les membres de la diaspora. Il les appelle donc à venir, à mettre leur pierre à l'édifice ici en Algérie. C'est une force créatrice, cette diaspora? Tout à fait. La diaspora algérienne représente entre 15 et 20% de la population algérienne, donc c'est très important. Et puis ce qu'il faut voir, jusqu'aux années 90, on avait plus une immigration de main-d'œuvre de première catégorie. Aujourd'hui, il y a une classe socio-professionnelle qui a émergé, des spécialités, des experts un peu partout, et puis elle est éparpillée un peu partout dans le monde. Contrairement jusqu'aux années 90, elle était concentrée en France. Le président de la République a pris conscience dès le début du mandat. Il a fait un appel à la diaspora. Lors de la première rencontre qu'il a organisée avec le cercle diplomatique, il a donné des instructions fermes et claires. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons donné une priorité aussi à la diaspora. Des lois ont été adoptées pour notre diaspora. À titre d'exemple, la garantie, enfin la retraite pour ceux qui n'exercent pas à l'étranger, qui peuvent cotiser librement, et même s'ils ont un métier, la loi sur le rapatriement des dépouilles, donc des facilitations. Mais en dehors de tout ça, Monsieur le Président de la République, à chaque déplacement, à chaque visite officielle, il organise des rencontres avec les Algériens résidant à l'étranger. Il y a un appel à cette force. Moi, j'ai toujours dit, c'est un premier bouclier, c'est vraiment une force qu'on voit aujourd'hui qui fait les beaux jours des autres pays, mais il faut des facilitations. Ça a commencé, si on parle du côté économique, par l'adoption de la loi sur l'investissement qui aussi sont concernés. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il manque juste le déclic. Le déclic, c'est les organiser. Il a été très très clair, Monsieur le Président de la République, lors de la visite au Qatar. Il nous a demandé de nous organiser et c'est ce qu'on doit faire. Et je pense que M. Zeribi a bien commencé à faire ça. Monsieur Hani, si vous permettez, on l'a vu, le Président de la République parle d'immigration. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de diaspora. Comment est-ce que vous expliquez ce glissement sémantique entre les deux mots? Quelle est la différence? Moi, je dirais en fait les Algériens résidant à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop les séparer, on ne peut pas trop les... Mais c'est vrai qu'il y a, et ça c'est dû au changement de la classe socio-professionnelle, aujourd'hui on a une élite, et cette élite, je pense que l'Algérie a besoin de cette élite, et l'élite a besoin de l'Algérie aussi. C'est pas pour rien qu'on a un ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Une séquence média tournée ce soir vers le 7e art. C'est avec vous, Narimen, et c'est un entretien exclusif que vous nous proposez avec Adila Bendimrad qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Adila, vous êtes actrice, réalisatrice, femme engagée. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci pour l'invitation. Alors Adila, Ma part de Gaulois, c'est votre dernier film, une histoire authentique, algérienne, adaptée du livre autobiographique de Majid Chalfi, ex-chanteur du groupe Zebda, et qui retrace le vécu de nombreuses familles immigrées en France dans les années 80. Et avant d'en parler plus profondément, je propose à nos téléspectateurs de regarder la bande-annonce. Tu fais de quoi? Ton passage en 4e. Maman, c'est pas possible. Tu vas pas faire une fête à chaque fois que je passe dans une classe. Tu me mets la pression. Ah oui.
peut aller dans un bon lycée. Oui, moi je suis d'accord. Non, un très bon lycée. شكون اللي جاب الباك في الحومه؟ شكون؟ في الولاد الصغار وفي البنات ما كان حتى واحد. Mourad a été admis au sein de l'établissement seconde générale. Mourad Chakraoui, présent. Mais attention, dans un bon lycée, il devra travailler encore plus. شفت تصاور تاع الليسي تاع مراد. Même pas واحد كحلوش. Dis-nous quelque chose. Un truc qui tue. Moi, je serai ni avocat, ni médecin. بالك بصح على حساب الشوفالة فهمونا مليح باللي وليد الزوفري ما يقدرش يكون طبيب. وبعدك يا بابا راح ندير كل مجهودي باش وليدي ينجح. On l'a compris, ce film retrace l'histoire personnelle d'un enfant d'immigrés algériens des banlieues nord de Toulouse, tiraillé sans cesse entre une mère qui veut à tout prix qu'il réussisse dans son parcours scolaire et ses amis de quartier résignés dans l'avenir que leur a tracé la France post-coloniale, à savoir la condition ouvrière entre l'usine et les chantiers. On en parlait tout à l'heure, Adila, pendant notre débat de l'évolution actuelle de la diaspora algérienne en France. Qu'en est-il, selon vous, de la période dans laquelle ce film est mis en scène dans les années 80 ? Alors, bon, pour ce film, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi j'ai fait surtout des films qui se passent en Algérie. J'ai travaillé sur du cinéma algérien et c'est par ce cinéma algérien qui a quand même rayonné ces dernières années un peu à l'international que Malik Chiban, le réalisateur, se dit moi je veux faire un film qui est un enfant de l'immigration et qui se dit je veux faire un film avec une actrice qui vient d'Algérie. Donc déjà c'était assez compliqué pour convaincre les producteurs du film parce que Algérie c'est assez flou l'identité algérien d'Algérie, de l'immigration, qui viennent d'arriver, de la diaspora. Lui il tenait vraiment à la langue. Il tenait vraiment à la langue parce que sa mère parlait arabe, par exemple. Et donc, moi, ça m'a permis aussi autre chose, c'est de découvrir l'histoire des miens. De ceux qui... Parce que, étant née ici, je ne suis pas tout à fait de la diaspora, je suis née ici, je vis ici, mais j'ai vécu 10 ans en France. Mais les 10 ans pendant lesquels j'ai vécu en France, je n'ai pas vraiment connu les Algériens de France, les enfants de l'immigration. J'ai pas eu le temps de comprendre tout à fait. J'ai commencé à comprendre, puis je suis retournée en Algérie. Et là, ça m'a permis un peu d'explorer et j'ai trouvé ça essentiel, nécessaire, parce que ce film est un film français, il est produit en France, mais son histoire est très algérienne. Et donc, c'est l'histoire des nôtres qui est aussi notre histoire. Et moi, je dis toujours, l'Algérie, elle est là où il y a des Algériens. Et c'était très puissant pour moi de renouer avec cette histoire, parce qu'aussi, c'est l'histoire postcoloniale, comme vous l'avez dit. Cette histoire de la scolarisation, elle n'est pas anodine, elle vient aussi de l'histoire du colonialisme. Pourquoi les enfants d'émigrés étaient surtout emmenés vers les travaux manuels ? C'est Jules Ferry qui a pensé ça pour le colonialisme. Donc ça a résonné en moi, cette histoire, en tant qu'Algérienne d'Algérie, mais aussi en tant que... je voulais aussi, moi, apporter quelque chose à l'immigration. C'est vrai qu'on dit comment l'immigration peut apporter quelque chose à l'Algérie. Je pense que nous, on est aussi un pont et que je sais à quel point ça fait du bien aux émigrés, aux enfants d'émigrés, à la 4e génération parfois, de voir des acteurs algériens, des producteurs algériens participer aussi à construire leur récit à eux. J'étais très contente de participer à la construction du récit de la diaspora et de l'immigration. Très bien, je me tourne vers vous, Karim Zeribi. Que pensez-vous de la représentation de la diaspora algérienne dans le cinéma français ? Est-ce que l'immigré algérien est emprisonné dans une espèce de cliché, un rôle qui est déjà prédéfini ? On l'a déjà vu dans plusieurs films, La haine notamment. Il y a aussi Neuilly sa mère, Beurre blanc rouge, etc. Il y a plein de films dans lesquels l'immigré est emprisonné dans une espèce de case Je ne sais pas ce que vous en pensez. Permettez-moi d'abord de vous dire que j'ai vu ce film. J'ai vu l'avant-première, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité à l'avant-première. Et j'ai découvert l'artiste, la femme, Adila, qui est en face de nous et qui est avec nous aujourd'hui. Et j'ai été ébloui, je le dis très clairement, par la manière dont elle a incarné cette maman dans ce film qu'on connaît tous, qu'on a tous connu. Et je trouvais que le fait que ce soit une actrice
algériennes qui viennent incarner, porter ce film qui nous concerne, nous, nés en France, formés par l'école républicaine, dans des familles qui sont d'origine modeste, où les parents sont venus travailler, servir de main-d'œuvre, et qui, pour certains d'entre eux, ont voulu que l'on connaisse une ascension dans la société. Et ça passait par les études. De voir cette histoire-là, ça a fait un bien fou, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'on manque de récits qui nous concernent. Mais surtout, et on manque de récits qui nous concernent là-bas, j'ai envie de dire, et on manque, je trouve, en tout cas pour nous, qui ne connaissons pas l'Algérie comme vous la connaissez parce que vous êtes nés ici, de récits ici aussi. Et je trouve que le cinéma a cette faculté-là, cette puissance-là, cette force-là. Il faut aujourd'hui que les artistes, comme Adila, qui est réalisatrice, qui est actrice, puissent vraiment, vraiment exploser et nous ravir de joie, d'émotions, de pleurs parfois, par le 7e art. C'est fondamental. Et pour répondre à votre question, Narimène, on a été souvent cantonné dans des rôles qui étaient préétablis. Ça bouge, ça change. Quand vous avez un Tahar Rahim aujourd'hui, qui est capable de tout jouer et d'être un des acteurs les plus bankable de France, aux États-Unis, Reda Kateb, qui est un acteur fantastique, fantastique. Leïla Bekti, tout le monde la connaît, je veux dire, Sabrina Ouazani, on sort des clichés pour incarner des vrais rôles, des beaux rôles, des grands rôles, qui ne sont pas limités à une approche, j'ai envie de dire, un peu victimaire ou misérabiliste, comme ça a pu être le cas. Et dans ce film, j'en termine par là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que justement ce piège a été évité. Moi, je ne suis pas dans la culture de l'excuse, moi, du misérabilisme, de la victimisation. Je me suis toujours senti mal à l'aise avec ça. On sait d'où on vient, milieu modeste, il n'y a pas de problème. On partait 10 mètres en arrière de la ligne de départ, mais on ne nous a pas éduqués en baissant la tête et en pleurant. Et je trouve que ce film, il a des vertus. Il est pugnace, il est persévérant. Elle est forte, cette maman. Elle donne de la force à sa famille, à ses enfants. Et c'est la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Il faut refuser d'être enfermé dans des clichés de victimisation, de misérabilisme. Ils ne nous ressemblent pas en réalité. Et ce débat, on le consacre ce soir au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Depuis sa fondation en 2001, le GECF est devenu une plateforme énergétique mondiale qui réunit donc les principaux acteurs de l'industrie gazière. Et on va justement essayer ce soir, en compagnie de Mostafa Mekidesh et de Karim Zeribi, de comprendre l'influence de ce forum sur le marché mondial du gaz. Monsieur Mekidesh, quel est l'enjeu principal justement de ce GECF, donc on le rappelle, qui est à son 7e sommet? Je rappelle donc le texte fondateur de ce forum, c'est la défense des intérêts souverains des pays producteurs, potentiellement exportateurs de gaz naturel. Et ça, la défense des intérêts souverains, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir non seulement, si vous voulez, accroître les solidarités et les instruments, mettre en place les instruments nationaux et même internationaux pour pouvoir valoriser la ressource, et non pas la voir se déclasser. C'est-à-dire, on voit par exemple que les pays consommateurs, de ce point de vue-là, ont tendance, si vous voulez, à considérer le gaz naturel comme n'étant pas une énergie propre et que par conséquent donc interdire à leurs opérateurs nationaux d'investir. Donc ça a été dit par certaines institutions internationales d'énergie, et ça, c'est un effet d'éviction sur la mise en valeur de cette ressource, dont, par ailleurs, le monde a besoin. Mais d'un point de vue, si vous voulez, tactique, les pays consommateurs utilisent cet argument pour pouvoir peser sur les prix vers la baisse. Ça, c'est un premier élément. Donc, le deuxième élément, c'est le fait que donc on puisse, d'un autre côté, dans cette institution, si vous voulez, créer un effet de synergie entre les pays qui sont déjà installés dans l'industrie, historiquement dans l'industrie gazière, telle que mon pays, l'Algérie, qui a été l'un des précurseurs et même des pionniers en matière de gaz, sous forme GNL ou sous forme de gazoduc. Et il y a maintenant de nouveaux intrants, notamment en Afrique, mon continent, qui a besoin d'énergie, qui est le continent le moins électrifié par rapport aux autres, et qui aura besoin de cette énergie avec de nouveaux intrants en Afrique de l'Est, le Mozambique donc, en particulier, et d'autres pays, mais également en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mauritanie et d'autres pays, je ne parle pas du Nigeria qui est déjà... Et ces pays-là ont besoin, si vous voulez, d'être adossés
avec donc, des pays pour créer donc, une solidarité commune pour à la fois promouvoir et défendre leurs intérêts dans le processus de commercialisation de ce gaz naturel qui va aller donc, vers les pays consommateurs en matière, donc, y compris d'indexation de ce gaz naturel. D'ailleurs, on le sait, le gaz est le composant principal de ce nouveau mix énergétique pour essayer de sortir du pétrole. D'ailleurs, on a des chiffres. La production mondiale de gaz a atteint 4 051 milliards de mètres cubes en 2023, selon le rapport mensuel du Forum des pays exportateurs de gaz, indiquant que les membres du Forum ont fourni plus de 40% de cette production, tandis que la production des pays non membres avoisinait les 60% de la production mondiale les États-Unis d'Amérique. Voilà, essentiellement les États-Unis d'Amérique. Les pays du GECF représentent aujourd'hui 70% des réserves mondiales confirmées de gaz et 47% des exportations par pipeline, ainsi que de plus de la moitié des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Autre chiffre, l'Europe a importé 13,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel par pipeline en janvier dernier, soit une hausse de 7% sur une base annuelle. La Norvège était le principal fournisseur de gaz naturel par pipeline à l'Union européenne en janvier 2024 avec 58% des importations globales, suivi par la Russie avec 18% et par l'Algérie aussi avec 16%. En ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, les États-Unis, le Qatar et l'Australie ont occupé la tête du classement des pays exportateurs. À noter que le GNL est aussi un pan essentiel de l'industrie gazière sur lequel l'Algérie compte miser. Le pays a d'ailleurs été au premier rang des exportateurs de gaz vers l'Europe en janvier 2024 avec une part de 30,9% en Espagne. On va en parler tout à l'heure, Nohad. Karim Zeribi, Nariman vient d'évoquer le cas de l'Algérie. On reste sur l'Algérie, justement. Le pays est à l'avant-garde des initiatives donc, inhérentes à l'industrie du gaz. L'Algérie est le premier pays à avoir exporté le gaz liquéfié depuis le complexe industriel de liquéfaction du gaz naturel d'Arzew, ce qui l'érige donc en pays pionnier, justement, dans cette industrie. Vous pensez que le savoir-faire algérien peut peser de tout son poids lors de ce forum ? À l'évidence, le savoir-faire, l'approche scientifique, les réserves aussi disponibles et l'approche qu'on peut avoir sur cette énergie. Pour moi, on est loin de voir, je dirais, épuiser cette énergie contrairement au pétrole. Je pense que le gaz a encore de l'avenir. Oui, justement, vous faites bien de le dire parce qu'il y a eu un rétropédalage du G7 à Sapporo, au Japon, l'année dernière, puisqu'il dit, bon, dans le cas, et je cite, on peut considérer que les investissements dans le gaz naturel, si nécessaire, s'il y a des tensions sur le marché, on les autorise. Alors que précédemment, donc, la position était de dire pas d'investissement dans les hydrocarbures, y compris pour le gaz naturel. Cette position a été atténuée depuis un certain temps parce qu'on s'aperçoit à l'évidence qu'on ne peut pas prendre ses désirs pour des réalités. Ce n'est pas parce qu'on veut une transition énergétique plus rapide qu'elle va se faire. On a vu l'Allemagne revenir au charbon pour pouvoir compenser le gaz qu'elle n'a plus. On a bien vu la Grande-Bretagne donc aller vers autoriser, le Premier ministre anglais a autorisé donc les permis de forage en eau profonde en mer du Nord parce qu'il y avait une nécessité de revenir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le statut du gaz naturel doit être acté comme étant une ressource qui sera là durant de longues décennies encore, jusqu'à 2050. Au moins. Et elle représentera au moins le quart des besoins. Alors donc, il faut en tirer toutes les conséquences et qu'il y ait un co-investissement de la part des pays qui sont consommateurs pour mettre la main à la poche parce que c'est des investissements extrêmement capitalistiques. Mais les investisseurs sont confiants puisqu'ils regardent la Chine. Ils disent que la Chine va s'accaparer toute la demande mondiale. Non, la Chine, elle a pour le moment, elle a un basket énergétique, un mix énergétique où il y a le charbon, il y a les énergies renouvelables où elle est le champion et également le gaz naturel et le pétrole. Donc, elle a donc pour le moment, on s'aperçoit donc que c'est une énergie qui est, je parle du gaz naturel, qui va être demandée donc manifestement. Donc, et l'appel à l'Algérie, donc juste après donc la guerre d'Ukraine, donc de donner des capacités supplémentaires
au marché européen, elle a été présente. Pourquoi? Parce que il fallait couvrir des parts de marché qui ont été abandonnées ou qui n'étaient pas, donc, si vous voulez, approvisionnées. Karim Zeribi, vous rejoignez les propos de M. Mekidesh. Pensez-vous qu'on peut s'attendre à des décisions importantes demain? Il y a un mot qui a été utilisé qui me semble important, c'est le mixte énergétique. Donc je préfère ce terme à une vision qui serait celle d'une transition totale, qui de mon point de vue n'est pas réaliste et pas envisageable. D'abord parce que la transition, elle est aussi consommatrice de méfaits sur le plan écologique. N'oublions pas de le rappeler, de le signifier. Quand vous avez des batteries à la place des hydrocarbures, vous consommez des métaux rares. Donc des métaux rares, vous mettez à mal aussi la planète et l'écosystème. Pareil pour les panneaux d'énergie renouvelable. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'énergie parfaite. Donc, il y a des énergies plus propre parce que moins émettrice de CO2, certes, mais il n'y a pas d'énergie parfaite. Donc on sera toujours dans la transition de la transition. Et tout ça va prendre des décennies et je pense que le gaz a encore de l'avenir. D'autant qu'on peut progresser aussi sur la manière dont on produit le gaz. Moi, je distinguerai le gaz conventionné, le GNL effectivement, qui est un gaz refroidi pour être transporté non pas par pipeline, mais par bateau, du gaz de schiste, par exemple, qui me semblait commettre des méfaits sérieux contre l'environnement. Mais encore une fois, je pense que l'Algérie est un leadership, là, à mon avis, dans les pays producteurs de gaz. Il faut garder ce leadership, il faut progresser sur le plan scientifique, de la recherche, toujours et encore. D'ailleurs, il y a un institut, je crois, qui va être inauguré de recherche en Algérie. Qui a été inauguré hier. Qui a été inauguré hier. Et il y a une déclaration d'Alger, à mon avis, qui statuera sur, je dirais, un avenir prospère pour les pays gaziers. Il faut trouver des accords, après, entre producteurs de gaz et pays consommateurs, vous l'avez dit. Moi, je serais plus nuancé sur le gaz non conventionnel que vous appelez gaz de schiste. Pourquoi? Parce que les États-Unis étaient importateurs de gaz naturel. Donc l'Algérie a été l'un des plus grands fournisseurs du marché américain. On avait même des installations de regazéification sur la côte est des États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que le gaz non conventionnel, l'Algérie est le 3e pays au monde, elle a 22 000 milliards, 22 000 milliards de mètres cubes de réserve. Et aux États-Unis, donc, les technologies ont tellement évolué que le gaz américain, pour la plus grande partie, est du gaz de schiste et qui est commercialisé en Europe. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est propre. La fracturation cause des dégâts considérables. Il y a des technologies qui permettent... Vous savez que le gaz de schiste, c'est un gaz comme un autre. Donc, il y a le traitement des effluents liquides qu'il va falloir faire. Et que pour le moment, aux États-Unis, donc vous allez à Dallas, donc il y a du gaz de schiste qui est exploité au cœur même du Texas. C'est une catastrophe environnementale. Je ne me laisserai pas emporter comme vous sur la propagande américaine. C'est une catastrophe pour les nappes phréatiques, c'est une catastrophe. Je ne partage pas votre point de vue. La fracturation, c'est prouvé par de grands spécialistes de la cause environnementale. Alors, les États-Unis ne vont pas vous dire que c'est une catastrophe. Ils l'exportent pour les Européens. Et d'ailleurs, sur cette guerre ukraino-russe, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient faire du business avec leur gaz de schiste. Ils y sont parvenus. Donc, soyons pas dupes quand même. Il y a un État qui est l'Arkansas qui est complètement asséché à cause de cette expérience d'une Moi, je ne partage pas votre point de vue là-dessus. Je le dis cash. Non, mais c'est factuel. Vous allez pas parce qu'on ne partage pas que vous avez raison. Non, je vous le dis pourquoi. Parce que on ne peut pas faire passer à pertes et profits, une ressource naturelle qui est importante. Et pourquoi alors vous ne parlez pas de l'Australie? L'Australie qui est un champion dans le champ. On peut en parler, j'ai aucun problème. Moi, c'est le gaz de schiste qui me pose problème, c'est pas les États-Unis en tant que tel. Mais ne vous trompez pas de cible. Il y a, si vous voulez, des risques. Dans toute industrie, il y a du risque. Le plus gros dommage qui a été fait dans le golfe du Mexique, c'est en essayant de forer, si vous voulez, du pétrole avec des techniques traditionnelles. Pour le gaz de schiste. Matter Holding. Strategic Investments.
Saïd Ayachi, la communauté internationale n'est pas à la hauteur de ce qui se passe à Gaza. Gaza, c'est une véritable catastrophe humanitaire finalement. C'est clair, c'est clair. Nos cœurs battent pour Gaza du matin au soir et du soir au matin. Et puis, il n'y a pas de mot assez fort pour qualifier ce que vit le peuple palestinien à Gaza. C'est plus que l'horreur, c'est plus que l'ignominie, c'est plus que les déshonneurs. Et bien sûr, on est en droit de s'interroger sur cette situation qui, dans un mois sacré comme le mois de Ramadan, c'est le mois du partage, c'est le mois du don. Il y a des enfants qui meurent de faim. Est-ce qu'on sait ce que c'est un enfant qui agonise parce qu'il a faim? Je crois qu'il y a des scientifiques en Occident qui savent comment cela se passe. Est-ce qu'on sait comment une famille peut mourir parce qu'ils vont chercher un colis qui est parachuté? Et comme par hasard, voilà ce qu'on trouve pour nourrir le peuple de Gaza, on lui parachute. Ça ne s'est même pas fait dans d'autres conflits. Et aujourd'hui, dans un silence assourdissant de la communauté internationale, un peuple est pilonné, H24, par une armée qu'on glorifie par ailleurs. Et alors, où sont ces donneurs de leçons qui, à longueur d'antenne, nous rappellent ce qu'est la morale, ce qu'est le droit international, ce que seront les droits de l'homme? Où est le CICR qui a la charge de pouvoir intervenir dans de tels conflits, même si son action peut être signalée, mais elle est largement insuffisante dans un conflit comme celui-là? Où sont les pays arabes qui, dans un mois sacré comme celui-là, auraient dû se dresser comme un seul homme pour défendre ce qu'enseigne notre religion? Et surtout maintenant, où est cet Occident qui, comme l'a rappelé Karim Zeribi, pratique sans embâche la double mesure, le droit international, les droits de l'homme, le droit tout court pour les Ukrainiens, mais pas de droit pour les Palestiniens, quand ils se font pilonner par une armée vengeresse, une armée assassine, une armée de fachos. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je suis d'accord avec Karim Zeribi quand il dit que ça va rester comme une marque indélébile sur le front de l'humanité. Gaza restera dans l'histoire comme ce qu'a fait l'humanité de plus odieux depuis que l'homme existe. Et évidemment, il faudra qu'il y ait une fin. Voici un État responsable, membre du Conseil de sécurité, détenteur du droit de veto, mais qui dit « continuez, vous pouvez continuer à tuer, il n'y a pas de cessez-le-feu ». C'est tout simplement un État qui appuie sur la gâchette. Voici tout un continent, l'Europe en l'occurrence, qui se targue d'avoir une culture, une civilisation, mais qui, juste à 1000 km à peine du plus proche des pays européens, il y a un peuple qui se fait assassiner par un allié qui est celui de l'allié européen, l'entité sioniste. Et donc, c'est tout à fait insupportable. Mais vous savez de quoi ça va accoucher? La violence. Cette injustice, ce crime, va accoucher d'une violence qui va former des résistants. Et évidemment, le monde ne connaîtra pas la paix tant que justice n'est pas faite, n'est pas rendue au peuple palestinien. Très bien, monsieur. Alors qu'il suffit tout simplement d'appliquer le droit international. Ce même droit international que ce sont les Occidentaux qui l'ont codé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils appliquent leur propre droit international. Alors le débat de ce soir, on a décidé de le consacrer à une date marquante de l'histoire de l'Algérie, le 8 mai 45, alors que toutes les capitales et les grandes villes du monde entier ont manifesté dans la joie et l'allégresse la fin d'un cauchemar qui a duré 6 longues années, celle d'un conflit mondial dévastateur et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie qui a donc capitulé la veille. En Algérie plutôt, c'est un tout autre 8 mai 45 qui marque les esprits de par sa barbarie, la barbarie de l'occupant français à l'époque dans les villes de Galma, Sétif et Kharrata, comparable aujourd'hui à la barbarie que fait subir l'occupant sioniste aux Palestiniens de Gaza depuis maintenant 7 mois. Brahim Takhrobt, 79 ans après ces affreux massacres qui ont fait plus de 45 000 martyrs donc chez nous, est-ce qu'on peut parler de traquenard du colon français à l'époque? Oui, c'est un traquenard du colonialisme français. Parce que, comme vous l'avez souligné, en France, on célébrait la victoire. Et donc la date du 8 mai 45, elle est perçue différemment. Elle est fêtée, elle est dans la mémoire collective
des deux côtés, mais il est perçu différemment. Pour eux, c'était la joie, c'était l'allégresse. Ils se sont libérés des griffes du nazisme, mais nous, c'était, si vous voulez, une nouvelle séquence dans le mouvement national qui a commencé. D'ailleurs, tout le monde le dit, les historiens le disent, que le 8 mai 1945, c'était l'ouverture d'une brèche qui ne s'est jamais refermée jusqu'au début de la guerre de libération nationale. Donc c'était 10 ans, c'était exactement 10 ans pour que la guerre commence. Et c'était la cassure totale, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à espérer au plan politique, avec toutes les réformettes qui se menaient depuis par les différents gouvernements du colonialisme français. Donc c'était un peu une nouvelle séquence qui s'est ouverte ce jour-là. Karim Bouaziz, on rappelle donc que ces Français occidentaux célébraient donc cette journée de la victoire, mais on rappelle aussi qu'ils se sont libérés du joug des nazis grâce aux pays colonisés. Oui, on connaît les tirailleurs sénégalais, on connaît aussi, il y a beaucoup d'Algériens aussi qui se sont impliqués dans la guerre pour sauver l'Europe. Ils ont été, on le sait, hein, c'est une tragédie, ils n'ont jamais été remerciés. Les tirailleurs algériens aussi. Oui, bien sûr, les tirailleurs algériens, mais l'histoire officielle les a complètement gommés de cette épopée qui était censée être l'épopée de la libération de l'Europe. Et on a l'impression que ces gens, on les avait un peu mis de côté, ils faisaient tâche un peu sur la photo. C'est une forme de racisme aussi, il fallait célébrer, mais célébrer contre nous, alors que ça aurait été peut-être une occasion d'intégrer tout le monde, parce que généralement, c'était le monde entier qui avait combattu dans cette guerre, notamment beaucoup d'Algériens. Oui, et qui sont morts. Hein, qui sont oui, morts, oui, ils sont morts sur le champ de bataille. En Europe. En Europe, dans les différentes batailles affreuses contre le nazisme. Mais là encore, si aujourd'hui on a ce débat sur la mémoire entre l'Algérie et la France, je crois que la commission va se réunir dans les tout prochains jours. Je pense que le déni, bon, il existait depuis l'invasion de l'arrivée des troupes coloniales le 5 juillet 1830 en Algérie, mais là, ce fait historique, ce repère historique renseigne sur ce déni terrible, parce que les Algériens étaient envoyés comme chair à canon. Et je crois que le nombre de morts était considérable. D'Algériens, il y avait des Maghrébins, d'autres nationalités, mais le nombre d'Algériens était considérable. Je pense qu'il dépassait les 100 000, 130 000. En tout cas, ils n'ont jamais reconnu ces hauts faits d'armes des Algériens, et le déni continue jusqu'à des temps récents. C'est vrai qu'il y a des tentatives de reconnaissance, mais on a toujours voulu faire du révisionnisme, notamment par rapport au 8 mai 1945. Et on a toujours voulu déformer l'histoire, la regarder que du côté français, mais du côté algérien, on a toujours digné, on est allé jusqu'à digner le nombre de morts. Oui. Nombreux historiens français contestent ce chiffre à ce jour. C'est encore un peu plus grave que ça, parce que même les archives, c'est-à-dire quand un jeune historien veut s'appuyer sur des archives, je ne sais pas, pour une thèse ou une thèse de doctorat, ces archives sont tenues secrètes au sein du ministère de la guerre, c'est-à-dire même malgré le temps, malgré l'époque, c'est une époque où on désacralise tout et on refuse quand même de regarder cette période-là. La France refuse encore d'admettre ces crimes qui sont des crimes contre l'humanité. Oui, c'est tout l'enjeu politique, il est là, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit peut-être... Certains cercles se disent pourquoi on insiste, pourquoi on remet à chaque fois, mais il y a des rivières de sang, il y a des souffrances, il y a des douleurs qui n'ont jamais été, qui existent à ce jour. Il faut que la France se démarque, réagisse par rapport à ces faits. Si on fait un pas en avant et deux pas en arrière, ça ne réglera pas le problème. Mais il faut des décisions plus courageuses. Justement, M. Brahim Tahroub, pourquoi est-ce que ce pan de l'histoire algéro-française est occulté côté français?
pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il existe on le voit, il existe une sorte de déni, vous le disiez côté français, il y a toujours eu ce déni de la colonisation, il y a toujours eu ces propos côté français qui ne parlent pas de colonisation, mais qui parlent plutôt d'actes civilisationnels. Ils sont venus pour civiliser l'Algérie, etc. Pourquoi occulter les faits? Vous savez, l'occultation des faits n'est pas précisément par rapport à ça. C'est toute une philosophie, c'est toute une démarche. C'est-à-dire qu'elle commence dès lors que une certaine idéologie ou certaines idées ont décidé d'envahir un pays. Écoutez les extrémistes, l'extrême droite française, quand ils parlent de l'Algérie française, c'est comme si c'était un droit. Pour eux, le pays leur appartient. Donc ils s'en foutent si des Algériens ont été tués, si des Algériens se sont fait massacrer. Pour eux, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre normal des choses. Ce déni, et pour eux, c'est une continuité. Donc, si on se demande pourquoi ils refusent de reconnaître, parce qu'il y a un lobby puissant qui guide tout ça. On voit, dès qu'il y a une initiative qui va dans le sens de l'apaisement des mémoires, qui va dans le sens d'un apaisement réel, vous voyez comment ces initiatives sont torpillées par l'extrême droite française. Donc c'est une conviction profonde. Pour eux, c'est l'Algérie française et ça continue. Pour le débat de ce soir, on a donc choisi de revenir sur le traitement médiatique réservé donc au terrible génocide qui se déroule à Gaza, au vu et au sud de la communauté internationale, avec plus de 35 000 victimes palestiniennes, en majorité des femmes et des enfants. Retour donc sur tout ce qui se déroule à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Mais il ne faut pas oublier que le conflit, cette guerre qui a débuté donc en Palestine, n'a pas débuté il y a 7 mois et que cela fait 76 ans que les Palestiniens luttent au quotidien contre l'entité sioniste, que la première Nakba a eu lieu en 1948 et que donc tout ce qui se déroule depuis le 7 octobre n'est qu'une phase dans cette guerre sans répit que mène donc l'entité sioniste en Palestine. Gamal Abina, dans une très large partie des médias, on a voulu installer justement l'idée que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était le commencement. À l'aide, on le rappelle, de beaucoup de fake news, vous le savez, les bébés qui auraient été décapités, etc., etc. Il fallait donc, pour ces médias, selon vous, mainstream, tout simplement justifier l'attaque de l'entité sioniste et le début de ce génocide? Tout à fait, c'est une façon un peu de cacher la vérité. En vérité, quand ils sont arrivés avec leur histoire de bébé, le jour où c'est arrivé, j'étais sur une émission de télévision. Autant vous dire que l'ambiance était magnifique. J'avais une sioniste en face de moi d'origine marocaine, donc qui n'est pas orientale, et qui a commencé à nous sortir les violons. Les bébés ont été brûlés, tués, décapités. Et il fallait que je me taise et que je condamne, parce qu'il fallait condamner. C'est-à-dire que si vous ne condamniez pas, vous étiez poursuivi. Oui. Apologie de terrorisme, enfin on connaît la méthode. Et ce qui se passe, c'est que cette façon d'avoir verrouillé le débat, c'est une façon qui démontre deux choses. La première, c'est qu'effectivement, l'entité sioniste qui espérait fêter sa victoire des 75 ans d'existence n'a pas pu le faire. C'est un échec. Et de l'autre côté, les Palestiniens dont ils croyaient qu'ils resteraient la tête par terre et qu'ils ne relèveraient pas le museau puisqu'ils les prennent pour les animaux, se sont relevés. Donc ces deux chocs qui ont été consécutifs, qui ont réveillé le débat. Mais Blast, qui est un site d'information, a fait le travail, a expliqué que la façon biaisée de parler du débat, c'est une façon évidemment partiale, c'est une façon qui est en faveur d'Israël, on l'a bien compris, des sionistes. C'est une façon d'oublier que Netanyahou est un fasciste, et c'est bien de le rappeler, Sofiane, c'est un fasciste revendiqué, c'est même pas un type qui s'en cache. Il est avec un gouvernement d'extrême droite, on le sait, racialiste, millénariste, obsédé par du religieux, et qui disent il faut le dire à chaque fois, les Palestiniens sont les animaux humains. Quand ils disent Palestiniens, ils pensent à tous les Arabes, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et donc cette façon de dire même que jusqu'aux Sud-Africains que ce serait des complices du Hamas, on est vraiment dans la caricature, c'est une façon de masquer la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que les Occidentaux en général, particulièrement les pires, France, Angleterre, États-Unis, qui sont les moins regardants sur les crimes, sont les plus en avance sur la question de la disqualification des termes. Ils vous disent que ça vient de commencer le conflit. Ça fait, pas depuis 1948 en vérité, dans les années 20 ça avait commencé. Je vais vous raconter une petite histoire très courte. Les missiles Al-Qassam, ou la fameuse division Al-Qassam, elle vient d'Azin Al-Qassam qui était un Syrien, qui a compris, un professeur syrien,
qu'en Palestine, il y avait des colons qui arrivaient et qui a pris les armes pour soutenir les Palestiniens contre eux. Il a été tué malheureusement, mais cet homme avait déjà réveillé les consciences dans les années 20 et 30. Donc par la suite, ils ont accéléré le processus de colonisation qu'on connaissait chez nous. Et aujourd'hui, cette façon de dire « Ah, ça vient d'arriver, c'est une horreur, vous vous rendez compte, des êtres humains ont été tués par des barbares », c'est ça l'idée, c'est une façon de cacher les vérités. Et pendant ce temps-là, pendant des mois, les sionistes tuaient entre 300 et 600 personnes par jour, on n'en parlait jamais. Et à chaque fois qu'il y avait un petit acte antisémite en France, alors là, par contre, on faisait les choux gras. Oui. Donc à chaque fois, pour masquer les crimes, on met en avant des petits épiphénomènes qui intéressent personne et on met derrière les crimes quotidiens. Et pour vous donner un exemple, en France, par exemple, si moi, je n'avais pas dit le Hamas et les terroristes et les barbares, ben, j'aurais eu des problèmes. Mais pas que moi, tout le monde. Hein. Ensuite, il ne fallait pas parler des chiffres. C'est-à-dire nier le nombre de morts. C'est les chiffres du Hamas. J'ai passé mon temps à dire ces chiffres sont sous-évalués. Mais eux, ils voulaient faire croire que c'était surévalué. Et surtout, et c'est ça qui est pire, cette façon de mépriser le peuple de Palestine, c'est de dire quoi? De dire à chaque fois, tout ce que vous avez à dire ne nous intéresse pas, le plus important, c'est ce qui arrive à Israël. Le 7 octobre, le 7 octobre, le 7 octobre. Il est intéressant le parallèle que vous faites avec le nazisme, parce que déjà, le père de Netanyahou était le secrétaire particulier de Vladimir Jabotinsky, qui est le père du sionisme réformé, ça c'est une chose. La deuxième chose, Winton Besson, qui est, entre guillemets, le Himmler sud-africain, où les scientifiques israéliens avaient créé une espèce de vaccin pour stériliser les Sud-Africains à l'époque de l'apartheid. Et on sait aussi que les Éthiopiens, les Falachas, quand ils sont arrivés en territoire occupé, on les a stérilisés. C'est un scandale aujourd'hui qui encore fait beaucoup de bruit, non seulement au sein de l'entité sioniste, mais ailleurs. Donc concrètement, c'est un État nazi, fasciste. Alors, je ne dirais pas nazi parce qu'il y a des réminiscences, évidemment, parce qu'on sait que Netanyahou, il y a deux choses qu'on ne sait pas en général. C'est que son papa était un adorateur de Hitler et de Mussolini, ça dit des choses, et en même temps que lui a perdu son frère dans les années 70. Donc, il a une haine vraiment viscérale ancrée au corps. Dès qu'est arrivé Rabin, il a dit il faut tout faire avec son gouvernement d'aujourd'hui pour que Rabin soit écarté. Mort ou vivant, c'est pas important. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on peut penser que c'est un État ethno-racialiste avec une dimension religieuse. D'abord, l'ethno-racialisme, donc c'est les Khazars en substance, et ensuite le religieux pour donner un peu de corps à leur idéologie et faire croire qu'ils reviennent chez eux alors qu'ils n'y ont jamais été. Et c'est vrai que quand on pense comme ça, on comprend très bien qu'il y a une stratification des races pour eux. On voit bien en Palestine occupée qu'il y a d'abord les Khazars, donc les Européens, qui sont toujours d'ailleurs à la tête de l'État. C'est que les premiers ministres qui viennent d'Europe. Turco-européens. Oui, turco-mongols, lituaniens, ukrainiens, parce qu'on en parle beaucoup. Ensuite, il y a ce qui est un petit peu en dessous, évidemment, ce sont les juifs séfarades, donc les nôtres, les juifs arabes. Ensuite, encore en dessous, les falachas. Et ensuite, en bas de l'échelle, on parle plus d'êtres humains, on parle effectivement des Palestiniens. Donc là, quand on voit ça, ça rappelle le nazisme qui parlait, il faut se rappeler des termes du nazisme. Il y avait les Allemands, donc la race des Ariens, les seigneurs. Ensuite, il y avait les Untermenschen, et contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas les Juifs. Les Untermenschen, c'est les gens de l'Est. Et ensuite, il y avait les bacilles. Ils considéraient les Juifs comme étant des maladies. Voilà la classification allemande du monde, on ne parle même pas du reste du monde. Et bien tout cela, ça revient aujourd'hui avec acuité, mais il ne faut jamais perdre de vue, et c'est ça qui est grave. C'est qu'en Europe, aujourd'hui, les gens défendent un type qui est d'extrême droite, qui est violent, qui est raciste, qui est racialiste, qui est minéraliste, qui est tout ce qu'on déteste. Et bien ils le défendent parce qu'ils considèrent que c'est l'avant-garde de la civilisation occidentale. C'est vous dire un peu quelle civilisation. Sofiane Baroudi, pour en revenir à ce qu'est en train de dire Gamal Abina, on a assisté à un véritable, j'ouvre bien les guillemets, un bras de fer entre civilisation et barbarie, pour reprendre donc les termes de certains médias mainstream. Comment est-ce qu'on peut se permettre ce type de comparaison déjà lorsqu'on est un média? Et peut-on, selon vous, parler de compassion sélective, de déshumanisation de la population de Gaza? Déjà, premièrement, il faut rappeler qu'il y a un fait colonial et que le fait colonial, intrinsèquement, si vous voulez, ouvre à la déshumanisation. C'est ce que Frantz Fanon appelait le domaine du non-être. Et les Palestiniens sont complètement dans l'espace du non-être. Et il y a plusieurs occultations et plusieurs galvaudages sémantiques qui sont opérés. Pour reprendre d'ailleurs, si vous voulez, au-delà du nazisme, la stratification racialiste, elle est assumée. Et elle est assumée parce que c'est un État colonial. Parce que l'État, dès le départ, il a été construit sur une base colonialiste qui est d'ailleurs reconnue, y compris par le droit international, qui estime qu'il y a encore des territoires occupés, des Palestiniens colonisés. Il y a un autre élément, à mon avis, qui est important, notamment pour les médias français, qui sont incessamment, si vous voulez, qui sont sans cesse en train de parler et de matraquer sur la laïcité et même d'opérer des dérives, notamment islamophobes. C'est que le gouvernement et même la nature de cette entité a évolué vers une nature qui est intégriste, religieusement intégriste, et que c'est inscrit, y compris dans la loi, depuis 2016, avec la fameuse loi sur la nationalité qui a été contestée par les grandes ONG parce qu'elle est racialiste, parce qu'elle exclut les chrétiens et les musulmans.
Et cet aspect-là est complètement occulté. Il est occulté parce qu'il y a, comme l'a dit Gamal, une forme de conception qui est ancienne. Parce que l'idée que l'entité sioniste de 48 qui était laïque, par exemple, c'est encore le cas, ça c'est complètement faux. Si vous voulez, l'aspect religieux est vraiment prégnant. Même la stratification entre Ashkénaz et Séfarades, à mon avis, elle est plus de cours. Il n'y a qu'à voir le nouveau gouvernement et d'autres gouvernements où il y a aussi beaucoup de représentation de Nord-Africains. Pourquoi? Parce que le mysticisme et que l'aspect religieux devient très important et devient prégnant. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la revendication messianique qui devient actuellement complètement assumée, y compris dans les discours du ministre de la Guerre ou alors de Benjamin Netanyahu, qui utilise des paraboles qui sont des paraboles bibliques. Ce qui est scandaleux, c'est que ce type de catégorie qui est condamné en général par les médias mainstream, notamment occidentaux, là est complètement toléré, voire est occulté pour que, si vous voulez, les téléspectateurs évitent de voir les réels enjeux. Mais il y a une conscience populaire et il y a une conscience de l'opinion publique qui a compris, si vous voulez, les enjeux qui sont en train de se jouer actuellement. Alors pour ce débat, on va continuer à parler de ce qui se déroule à Gaza. Je vous le disais tout à l'heure, les conflits actuels mettent donc encore plus en évidence le clivage croissant entre l'Occident et le reste du monde. Alors que l'entité sioniste poursuit son offensive sur Rafah et fait encore plus de victimes, la communauté internationale reconnaît petit à petit l'État palestinien. Saïd Ayachi, je reviens vers vous. Les pays occidentaux sont-ils aujourd'hui, selon vous, à la hauteur des défis posés par le reste du monde ? Mon avis personnel, c'est que non. Ils en sont conscients, mais il y a encore la peur de l'oncle Sam. Il faut s'aligner sur ce que disent les États-Unis d'Amérique. Il est tout à fait étonnant, moi je l'ai dit à mes amis européens, que c'est à la limite c'est l'Europe qui devrait être d'une certaine façon la tête pensante de l'Occident, et pas les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont une puissance économique, mais ils ne sont pas une puissance ni culturelle, ni artistique, ni sportive, ni tout ce qu'on veut. L'Europe a cédé son rôle aux États-Unis d'Amérique, qui, elle, en fait, ne connaît que Wall Street, ne connaît que des rapports d'intérêt, que les relations internationales qui peuvent être à son profit uniquement. Et par conséquent, aujourd'hui, vous voyez des pays comme la France qui s'aplatissent, des pays comme l'Allemagne qui s'aplatissent. Ne parlons pas de la Grande-Bretagne qui, elle, est j'allais dire, un suivisme connu, historique. Et donc, par conséquent, que voulez-vous attendre de l'Occident, si ce n'est d'abord que la réalité puisse rappeler à l'ordre les États-Unis d'Amérique quand elles vont se rendre compte qu'il y a maintenant le grand challenge avec la Russie et surtout avec la Chine, risque d'emporter le Sud global avec elle. Ça commence par les BRICS, mais en réalité, ça va s'élargir davantage et les gens vont croire et peuvent arriver, tout à l'heure peut-être le professeur Sini nous en dira un mot, au phénomène de la dédollarisation qui va, elle, sonner le glas de la puissance américaine, si tant est qu'elle peut arriver, mais elle arrivera, il le faut, comme la fin du franc CFA pour les Français. Et donc, par conséquent, toutes ces menaces sont là, portées par une jeune élite intellectuelle, africaine, océanique, latino-américaine, asiatique même, évidemment arabe, pourquoi pas, l'Algérie en donne le parfait exemple, et par conséquent, l'Occident est menacé dans sa suprématie, il est menacé en tout cas dans la place qui devrait être la sienne dans le concert des nations. Nazim Chiani, est-ce que vous pensez que la conjoncture actuelle est en train d'accélérer le processus de désoccidentalisation du monde ? Oui, clairement, parce qu'effectivement, M. Laïché l'a parfaitement rappelé, c'est que l'Occident a été le phare du monde. Et surtout l'Europe, parce qu'effectivement, l'Europe a d'abord été une puissance philosophique, une puissance aussi culturelle, politique. Je tiens à rappeler que la révolution industrielle a démarré en Grande-Bretagne. Et c'est ce qui a permis le progrès technique que nous vivons, les industries modernes que nous avons, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une inversion des valeurs et puis aussi, il y a en fait, les cartes sont en train d'être rabattues. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous voulez, c'est pour ça que je trouve intéressant le débat qu'on a ici, dans le sens où ce qui se passe à Gaza est en train de démontrer quelque part qu'il y a une sorte de bipolarité dans les positions intenables que tient l'Occident. Ils ne peuvent pas prôner des valeurs de paix et se taire face à ce qui se passe. Ils ne peuvent pas condamner un pays et se taire face à une autre entité sous prétexte que celles-ci, ils lui ont causé du tort par le passé, d'où je parlais de rente mémorielle. Oui. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a... La culture de la culpabilité. Exactement, oui, il y a une sorte de culpabilité et on ferme les yeux par rapport à ça. Mais jusqu'à quand ? Parce que c'est ça la question, c'est de se dire, est-ce qu'il va falloir attendre 100 000 morts
200 000 morts, 500 000 morts palestiniens pour qu'on puisse dire stop à ce qui se passe à Gaza. Et c'est en cela que ce peuple-là est en train d'être un peuple martyr. Et en quoi la cause palestinienne est une cause consensuelle? C'est parce qu'elle revêt tout ce qu'on défend comme valeur humaine, au-delà des aspects des rapprochements culturels ou religieux, ce qui est totalement faux. Je pense qu'au Chili, quand ils défendent les Palestiniens, ce n'est pas parce que c'est des musulmans. Ce n'est pas parce qu'ils parlent arabe. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des valeurs humanistes qu'ils défendent. Et ces valeurs humanistes, le Sud global est en train de se retrouver en elles. Aujourd'hui, l'Occident, et je pense que ça a été dit, est en train d'être perverti justement par la mondialisation, par aussi l'ultralibéralisme qui est en train de détruire les tissus économiques, par aussi l'individualisme des personnes, par aussi une perversion des valeurs familiales, sociétales, etc. Et il y a plein de pays qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans cette vision du monde. Et j'ai envie de vous dire, vous savez, c'est comme quand vous avez deux personnes qui vous racontent une histoire, vous aimez entendre les deux versions. Et aujourd'hui, on a envie d'entendre une autre version, celle des pays qui étaient autrefois des pays colonisés, des pays dont on a détruit les civilisations, qui sont en train de reprendre leur revanche. Pourquoi? Parce que il y a un retournement de l'histoire. Pourquoi? Parce que le Sud global aujourd'hui est en train de devenir une puissance démographique. Il faut savoir que la jeunesse est du côté de ces pays-là, une puissance économique, une puissance industrielle et surtout technologique. Quand vous voyez le nombre de brevets qui est déposé en Chine par rapport aux États-Unis, aujourd'hui les États-Unis ne seront plus, dans un futur proche, la puissance technologique que l'on a connue. L'Inde est devenue pour la première fois en 2023 le pays le plus peuplé au monde. Vous voyez, donc on est en train de vivre des bouleversements profonds et en cela ça fait très peur à l'Occident parce qu'ils sont en train de perdre quelque part leur cercle d'influence. Karim, je reviens à vous justement avant que vous posiez la question à Nazim Sini. Aujourd'hui, en 2024, on le sait, on ne peut pas ne pas mettre l'accent dessus, c'est que les guerres menées par l'Occident ne mènent plus à des victoires depuis bien longtemps en fait. L'Occident, finalement, quand on voit par exemple les Américains et les terrains qu'ils ont investis en Irak, en Syrie, maintenant en Ukraine, ils n'ont jamais réellement gagné. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent l'endroit, ils détruisent l'anthropologie de l'endroit pour être sûr que personne ne viendra les remplacer et ils partent. Et ensuite, ils dépêchent des financiers pour venir privatiser l'endroit. C'est ce qu'ils avaient fait avec, par exemple, Saddam Hussein. Saddam Hussein, lors de la première guerre en Irak, ils avaient dépêché, après avoir tout bombardé, ils avaient dépêché des gars du FMI en lui disant « on te laisse tranquille à condition que tu privatises tout ». Saddam Hussein a refusé. Résultat des courses, il y a plus de 2000 ou 3 millions de morts. Voilà, c'est ce que fait l'Occident. Et l'Occident, c'est connu dans l'histoire, quand on est en crise, quand l'Occident est en crise, la porte de sortie, c'est la guerre. Ils font à chaque fois ça. La Première Guerre mondiale répond à ça, la Deuxième Guerre mondiale répond à ça. Quand le pétrole vient chambouler la map monde, l'Occident a une porte de sortie, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Tout à fait. Non, mais clairement, surtout que la guerre a toujours été un outil de relance économique. Parce que ça fait tourner la machine industrielle, ça fait travailler les assureurs, ça fait travailler les financiers, etc. On le voit avec Boeing en Ukraine. Exactement. Boeing est en train de se taper tous les commandes. Exactement, tout à fait. Alors que le constructeur vit des difficultés, notamment il y a des doutes sur la fiabilité de ces appareils. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte de cynisme qui est porté par l'Occident. Mais à un moment donné, je vais vous dire, c'est que soit ils arrivent à revoir leur position et leur vision du monde avec quelque chose de plus multilatéral, et surtout basé sur des relations équilibrées et équitables, ou sinon ils vont complètement se faire écraser parce que je vous ai dit, en face vous avez une démographie qui explose, vous avez aussi une solidarité qui se crée entre le Sud global, et puis aussi ils sont en train d'être dépassés sur leur terrain de jeu qui était par exemple la conquête spatiale, l'intelligence artificielle, etc. Et l'Occident est en train de perdre du terrain. Et en fait clairement c'est la disparition de l'Occident qui est en jeu. Voilà clairement. Exactement. Ben, c'est comme toutes les civilisations. Quand vous regardez, moi qui suis passionné d'histoire, vous voyez la civilisation romaine, la civilisation égyptienne, ont toutes fini par disparaître. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas su se renouveler. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'Occident. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour cette émission, les personnes en régie, les personnes sur le plateau. Mesdames et messieurs, à très bientôt. Ce programme vous a été présenté par l'ANEP. Ce programme vous a été présenté par Air Algérie. Ce programme vous a été présenté par Madar Holding. Le Nomade, partenaire styliste du programme.